Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Romain Leformal. J'ai en charge les activités marketing de l'offre Certinia. On va revenir sur cette offre Certinia qui porte l'ensemble des produits, des services et des expertises en matière de confiance numérique, de cybercriminalité au sein du groupe Tessie. Et on va ensemble voir de quelle manière, au travers de ces solutions et ces services, nous apportons une réponse à ces enjeux, notamment au travers de notre nouvel outil de signature électronique. Et puis, on aura l'occasion en fin de présentation de rentrer dans le vif du sujet de manière très concrète, puisque je vous présenterai une démonstration de cet outil au travers d'un cas d'usage. Avant de démarrer, et comme vous en avez sans doute l'habitude dans ce genre de format maintenant, je vais vous inviter à tous couper vos micros, mais je vois que c'est déjà le cas et je vous en remercie. N'hésitez pas à intervenir sur le chat directement. J'essaierai de prendre les questions au fur et à mesure, et puis on se laissera 5 petites minutes en fin de présentation. Et puis, si jamais voilà, il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez rebondir, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en levant la main, par exemple, au travers de l'interface Teams. Bien, je vous propose de démarrer maintenant que tout le monde est installé. On va effectivement parler ce matin de signature électronique. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui vous concerne toutes et tous, quels que soient les secteurs d'activité, quelle que soit les tailles d'entreprise. La signature électronique est aujourd'hui devenue, j'ai presque envie de dire, un incontournable dans un projet de digitalisation. On va essayer de comprendre d'où vient cet engouement, qu'est-ce qui aujourd'hui vous pousse, vous, organisation, administration, à vous engager dans un projet de signature électronique. Et puis surtout, on va essayer de comprendre aussi de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir déployer cette signature à des usages qui, j'ai envie de dire, dépassent l'usage de la contractualisation. On verra que la signature électronique est très implantée dans des processus de souscription en ligne, de signature de contrat, mais on peut déployer la signature pour plein d'usages en interne et en externe, et on va ensemble le voir ce matin. Alors d'abord, quand on parle de confiance numérique et quand on parle de signature électronique, évidemment, ça correspond à des enjeux importants qui nous sont ici partagés par une étude de Marques by Exegis et qui nous explique que depuis la crise du Covid, alors maintenant c'est presque un peu passé, hein, même s'il y a un peu une reprise de l'épidémie, mais on voit quand même que cette crise du Covid, elle a eu pour impact de faire prendre conscience aux organisations de l'intérêt d'accélérer leurs projets de transformation digitale et notamment l'importance de s'équiper d'outils digitaux de confiance. Avec 4 enjeux importants autour de ça. Un enjeu évidemment de confidentialité. Comment je m'assure que les données et les documents qui transitent dans mon organisation finalement ne tombent pas dans les mains de personnes qui ne sont pas censées voir ce document, que ce soit des personnes externes à mon organisation, des cybercriminels, mais que ce soit aussi des collaborateurs, des agents, des salariés qui ne sont pas censés voir ce document. Donc il y a une notion évidemment de confidentialité extrêmement importante. De fraude documentaire, c'est devenu l'enjeu, c'est aujourd'hui dans le top 3 des enjeux en matière de lutte contre la cybercriminalité. La fraude documentaire, dans 42% des cas, a été cité comme l'enjeu prioritaire pour ces organismes. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus qu'il y a des fraudes aux faux bulletins de paye, aux faux avis d'imposition. Je vous invite par exemple à aller voir un site qui s'appelle Carotte Pay, avec un K, qui vous permet de créer une vraie fausse fiche de paye. Voilà. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on détecte ces vrais faux? Ou c'est faux vrai, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Évidemment, l'intégrité des documents et des données. Comment je m'assure aussi que tout au long de la circulation de ce document et de ces données jusqu'à son stockage, cette donnée ne soit pas dégradée, hein, ne soit pas abîmée. Hein. Et puis, la traçabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec
la multiplication des échanges digitaux, je me dois en tant qu'organisation de m'assurer que la donnée et mon document qui transite et l'échange qu'il y a aussi avec mon interlocuteur soient tracés et que je sache bien finalement où j'en suis et où en est mon document. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui porte le marché et qui porte aujourd'hui vos projets de transformation digitale. Évidemment, il y a un sous-jacent à tout ça, c'est la lutte contre la fraude qui s'est véritablement accélérée. Je vous partage par exemple quelques éléments de l'Observatoire de la filière de la confiance numérique qui en 2023 a donc sorti cet observatoire et qui nous explique que aujourd'hui la menace s'est généralisée, elle concerne tout le monde et elle est protéiforme. C'est-à-dire que aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de connaître la nature de la fraude ou de l'attaque que l'on va subir. Alors, le ransomware est toujours d'actualité, mais on pourrait citer euh, la fraude à l'identité, la fraude au paiement, la fraude aux faux documents, on en a parlé, la fraude fiscale, par exemple, la fraude aux faux remboursements. Tout ça, ce sont des usages que l'on voit chez nos clients et qui nourrissent finalement une menace constante sur vos organisations. Alors, il ne s'agit pas de dresser un tableau noir, d'accord, mais juste d'avoir conscience qu'il ne s'agit plus maintenant de savoir si l'on va être touché, mais plutôt de savoir quand on va être touché. Et donc, il faut être capable de se prémunir de cette menace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et on le voit aussi par la nature des organisations qui sont connectées aujourd'hui, la menace ne touche plus les grandes entreprises ou les entreprises de e-commerce. Vous le voyez aujourd'hui quand on prend, par exemple, le ransomware. En 2021, la grande majorité, 50% des victimes restaient les PME, TPE, ETI. Et on voit en 2022 que il y a aujourd'hui des organisations des typologies d'organisations qui ont véritablement été ciblées. En violet, vous avez les établissements publics de santé. En vert, vous avez les établissements d'enseignement supérieur. Et vous voyez même en jaune et en orangé des associations, par exemple, qui sont aujourd'hui aussi concernées par ces menaces, avec une part importante aussi des collectivités territoriales qui sont de plus en plus touchées par ces menaces. Et puis, la fraude ou la cyberattaque, elle coûte de l'argent, elle vous coûte de l'argent. C'est en moyenne 27% du chiffre d'affaires qui est perdu suite à une attaque, et ça représente en coût médian 50 000 € par attaque. Donc évidemment, on rigole plus là, on parle aussi d'argent et c'est évidemment important de se prémunir de ces risques-là. Ces risques qui touchent directement vos processus documentaires et métiers. Et quand on vous interroge sur aujourd'hui, qu'est-ce qui drive finalement vos choix en matière d'investissement technologique et digitaux, on voit que l'automatisation et la simplification de vos process restent l'enjeu numéro 1, mais on voit apparaître des enjeux qui remontent dans le classement. Par exemple, la confidentialité des documents archivés ou la gestion de la fraude documentaire sont aujourd'hui des enjeux qui sont cités par une grande majorité d'entre vous sur cette étude. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience de désiloter ces outils digitaux. On avait avant un outil de signature électronique pour les contrats, on avait un bout de GED archivage pour gérer les marchés, et puis on avait un bout de contrôle documentaire pour faire son KYC dans son coin, et puis tout ça avait du mal à communiquer. Il y a la rematérialisation de documents, on renumérise des choses, on remet dans des systèmes diverses et variées, on ne fait pas forcément communiquer correctement le RP maître avec les outils de gestion à côté, etc., etc. Et donc, on voit que pour 45% des décideurs interrogés, la continuité digitale, c'est-à-dire la capacité à éviter la rupture digitale dans le processus, devient un enjeu majeur. Mieux si je clique sur la slide. Voilà.
Alors, évidemment, je le disais, la signature électronique est en tête de pont de ces outils de confiance numérique. Vous êtes vraiment tous, euh, euh, j'ai envie de dire, vous avez tous aujourd'hui investi dans un outil de signature électronique ou d'un outil de cachet électronique. On voit que c'est encore un projet qui vous concerne sur 2023 et qui va vous concerner sur les années suivantes. Mais je tiens à attirer votre attention sur ce qu'il y a en amont et en aval de la signature électronique. C'est extrêmement important de comprendre que la signature électronique n'est pas une finalité en soi. D'abord, il va y avoir, et on va y revenir un petit peu, le niveau de signature électronique en fonction de ce que je souhaite faire, quel est le niveau de signature et donc quel est le niveau de vérification d'identité que je dois réaliser pour délivrer ce niveau de signature. Mais il y a aussi ce qui se passe en amont et en aval de la signature. Comment je récolte les documents, comment je contrôle ces documents, comment je m'assure de la complétude de ces documents, comment je m'assure de l'identité de la personne qui m'a envoyé ces documents, et puis comment je fais circuler ces documents après la signature, comment je les stocke dans mon organisation. Tout ça concerne donc des enjeux d'archivage électronique, de traçabilité de gestion de la preuve, de conformité des documents et détection de la fraude, ou encore des enjeux de KYC et de vérification d'identité à distance. On y reviendra aussi un petit peu. En résumé, pour cette première partie un petit peu descriptive des enjeux, notre vision chez Tessie, c'est de se dire que on se doit de trouver le doux équilibre entre déployer le digital dans tous les parcours et les processus métiers, parce qu'il y a des ROI extrêmement forts à aller chercher au travers du digital, et être capable de se prémunir des risques. Parce que quand on déploie du digital, on l'a vu, il y a des risques associés. Et à vouloir être plus royaliste que le roi, on a tendance à vouloir mettre des outils qui vont très loin en matière de lutte contre les cyberattaques, sans être forcément attentif à l'expérience utilisateur qu'il y a derrière. Et donc, c'est pour nous, l'enjeu, c'est comment on vous accompagne pour vous apporter des outils digitaux de confiance, tout en préservant cette expérience utilisateur qui est clé. Et derrière l'expérience utilisateur, voyez-y l'expérience client, usager, patient, locataire, évidemment, mais voyez-y aussi l'expérience salarié, collaborateur. La personne qui va se connecter à l'outil, qui va préparer le document, qui va le signer, etc. L'expérience utilisateur, c'est vraiment tout ça. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on s'est fixé dans le développement de nos nouveaux outils de confiance numérique que je vais donc vous présenter maintenant. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Alors, je vous disais, Certinia, c'est donc la marque de confiance numérique du groupe Tessie. Derrière Certinia, on y regroupe donc toutes les expertises et savoir-faire en matière de cybercriminalité, de lutte contre la fraude, de KYC et de cyberattaque, avec des outils de confiance, vous allez voir, qui reposent sur deux composantes fortes au sein du groupe Tessie, la technologie et le service. Depuis 2023, le groupe Tessie a créé sa Digital Factory qui s'appelle Innovation and Trust et qui a vocation à porter toute la dimension digitale, technologique et innovation du groupe Tessie. Le leitmotiv d'Innovation and Trust, c'est vraiment de travailler sur des solutions qui sont pensées autour de l'humain, autour de l'utilisateur, autour de la personne qui va utiliser cet outil digital. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure aussi dans les interfaces, vous le verrez sur notre outil Certina Sign. Et donc, au travers de cette Digital Factory, Tessie met un coup d'accélérateur véritable dans sa volonté de devenir un acteur technologique innovant. Pour rappel, aujourd'hui, le groupe Tessie, c'est aussi un accélérateur de start-up qui s'appelle Pepit Checker, qui accompagne plus de 80 start-up dans leur développement. Et on s'appuie sur les technologies de ces start-up pour
finalement enrichir nos solutions technologiques. Donc, voilà, hein, Innovation and Trust, c'est vraiment, je veux dire, la tête de pont qui porte toute cette activité digitale et technologique. Au sein d'Innovation and Trust, il y a donc cette activité Certinia. L'activité Certinia, cette marque Certinia, notre leitmotiv, c'est d'apporter l'outil de confiance pour sécuriser chaque étape de vos parcours clients et processus métier. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je sais que dans l'Assemblée, il y a des organismes dans l'immobilier, des organismes publics, des organismes de la santé. Derrière client, voyez-y vraiment locataires, agents, patients, etc. Hein. C'est un petit peu, voilà, on regroupe un peu tout ça. Donc voilà, je préfère le préciser tout de suite. Donc, je disais, les solutions Certinia, c'est finalement une boîte à outils de confiance, moi j'aime bien dire ça, qui va vous permettre de choisir le ou les bons outils pour sécuriser là ou les bonnes étapes, ou chacune des étapes de votre parcours client. Quelles sont ces étapes? Finalement, il y en a un petit peu 5 de manière assez générique. Votre client, il va d'abord prendre contact avec vous une première fois. Alors, il va pouvoir prendre contact au travers d'un site web, il va pouvoir prendre contact au travers d'un coup de téléphone, il va pouvoir prendre contact en agence. Et donc, l'objectif, c'est déjà ici d'apporter des premiers éléments de confiance. Par exemple, le site internet aujourd'hui doit être hébergé dans un hébergement de confiance, surtout si on parle d'un site étatique ou d'un site voilà, qui porte une dimension de conformité ou réglementaire importante. Et puis, les documents ou les opérations qui vont pouvoir être réalisées au sein de ce site internet doivent elles-mêmes être sécurisées. Par exemple, aujourd'hui, quand vous vous connectez sur le site impôts.gouv.fr, vous avez un petit cadenas en haut à gauche de l'URL. Et sachez que c'est un certificat SSL de Certinia qui aujourd'hui sécurise le site des impôts en France. Donc, on est en capacité de pouvoir vous mettre des certificats numériques pour sécuriser votre site internet ou pour sécuriser la connexion d'une personne en interne sur un outil en particulier. Je vais y revenir. Deuxième étape, c'est l'entrée en relation. C'est là où on va véritablement rentrer dans une phase d'onboarding client. On va demander à notre client de nous envoyer des pièces d'identité, des justificatifs divers et variés. On va commencer à contrôler l'identité pour pouvoir passer à la contractualisation, c'est-à-dire à la validation et à la signature de ce contrat. Ensuite, il y a la gestion courante de la relation, parce que évidemment, votre client, d'un coup, la relation avec lui ne s'arrête pas au moment où il a signé le contrat. Il va vous solliciter, il va y avoir des phases de paiement, il va falloir lui envoyer des factures, des quittances, des avenants, il va potentiellement aussi vous réclamer des choses, il va y avoir des échanges, des transactions diverses, et donc toutes ces opérations doivent aussi être sécurisées dans leur ensemble. Et puis, il y a la fin de relation. Je parlais tout à l'heure de fraude au faux remboursement ou à la fausse résiliation. C'est extrêmement important aussi de sécuriser cette phase-là jusqu'à la signature, par exemple, de la clôture d'un compte, par exemple, ou la clôture d'un contrat particulier qui nécessiterait une signature. Donc, on est vraiment dans cette logique de se dire, à chaque grande étape de la relation que vous avez avec votre client, et bien à chaque fois, il va falloir procéder à son identification, à l'authentification d'un certain nombre de choses, à la signature électronique, à la fiabilisation des documents et des données qui transitent, à la sécurisation de ces échanges, jusqu'à en garantir le plus possible la confiance pour se prémunir un maximum des risques associés. Pour ce faire, Certinia a développé une plateforme modulaire qui regroupe un certain nombre de solutions technologiques et de services. Nous disposons aujourd'hui, au travers de Certinia Global XP, d'une plateforme complètement intégrée dans laquelle vous allez pouvoir réaliser à la fois la vérification d'identité, la signature électronique, la délivrance d'une identité numérique réutilisable, le tout appuyé par des services de confiance. On va y revenir. Je ne vais pas ce matin m'attarder sur les
4 briques qui composent notre offre. Il y aura d'autres webinaires concernant ces 4 briques. En résumé, Certinia VerifID va vous permettre de réaliser la vérification d'identité en ligne avec différents niveaux de contrôle, allant jusqu'au PVID. Sachez que Tessie aujourd'hui est en cours de certification PVID auprès de l'ANSSI. Certinia Digital ID en bas à gauche va permettre à votre client de suivre un parcours de vérification d'identité aboutissant à la délivrance d'une identité numérique réutilisable. Ce qui fait que quand il va se reconnecter à votre service, pense par exemple à un site de jeu en ligne ou de paris en ligne, eh ben, il n'aura pas à refaire cette vérification d'identité, il va réutiliser l'identité qu'on lui aura délivrée. Les services de confiance, donc le bloc en bas à droite, c'est le cœur d'activité de Certinia maintenant depuis une vingtaine d'années. Nous nous appuyons sur notre tiers de confiance qui délivre des certificats, des services de confiance. Alors, vous en connaissez un, tous et toutes, vous l'avez tous et toutes utilisé. Alors, je parlais du certificat SSL d'impôt.gouv, mais vous avez tous utilisé une technologie Certinia au moins une fois, c'est sûr. C'est les fameux QR codes des tests Covid que vous réalisez en pharmacie ou chez votre médecin. Ce QR code, il a été sécurisé au travers d'une technologie Certinia. Voilà. Donc, voilà, ça montre un petit peu aussi notre capacité en matière de volume à aller traiter ce genre de cas d'usage. Évidemment, des certificats électroniques, par exemple, quand vous signez des marchés publics, vous utilisez une petite clé USB, clé token que vous branchez sur votre PC, ben voilà, ça c'est un certificat qu'on est capable de délivrer aussi, ou encore l'archivage électronique à valeur probatoire pour conserver de manière pérenne les documents et les données sensibles. Et puis, Certinia Sign, on va y revenir puisque c'est le cœur de notre présentation de ce matin. Notre force chez Certinia, c'est qu'on s'appuie sur le savoir-faire du groupe Tessie en matière de BPO, Business Process Outsourcing. Je rappelle que Tessie est un opérateur historique de l'outsourcing et au travers de nos back-office experts, de nos agents dédiés à la vérification d'identité en face à face, nous sommes en capacité de pouvoir compléter la technologie et l'automatisation des contrôles par des opérateurs qui vont réaliser des contrôles supplémentaires sur un certain nombre de documents ou de données. C'est le cas, par exemple, du protocole PVID ou du référentiel PVID qui nous impose, nous, en tant que prestataire de vérification d'identité à distance bientôt certifié, de compléter la biométrie faciale et la vérification de la pièce d'identité par une vérification complémentaire en back-office par des opérateurs. Donc, notre leitmotiv, c'est vraiment de tout faire pour vous garantir, ou en tout cas vous prémunir le plus possible du risque. Je parlais du statut de tiers de confiance tout à l'heure, avec ces certificats électroniques. Sachez que Certinia, aujourd'hui, c'est plus de 25 000 clients. C'est 20 000 certificats qui ont été émis, qui sont émis chaque année pour nos clients. C'est 200 millions de tests Covid qui ont été sécurisés au travers de notre technologie de DDoC. Et puis, ce sont des experts qui aujourd'hui sont présents par exemple dans les groupes de travail auprès de la FNTC, la Fédération des tiers de confiance, auprès du club PSCO, des prestataires de services de confiance, ou encore dans les groupes de travail de l'ANSSI. Donc on est voilà, vraiment un acteur historique de la confiance numérique, aussi au travers de nos certifications EIDAS, par exemple. Une vue synthétique et globale de quelques-uns des acteurs que l'on accompagne aujourd'hui sur un certain nombre de problématiques. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus, mais on a à la fois de la signature, à la fois de la vérification d'identité, à la fois du contrôle documentaire, à la fois de la délivrance de certificats électroniques de signature ou d'authentification. Voilà, vous voyez un petit peu le panorama de la typologie d'acteurs qu'on est capable d'accompagner.
S'il n'y a toujours pas de questions, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler de signature électronique. Alors, la signature électronique, c'est pas un sujet nouveau. Je pense que vous avez tous et toutes déjà participé à des présentations, vu des solutions. Vous êtes sans doute équipé d'un ou plusieurs outils de signature électronique. Finalement, Certinia, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Certinia redéveloppe une solution de signature électronique, réinvestit ce marché fortement, et quels sont nos axes de différenciation? D'abord, il y a un élément clé pour nous, c'est que la signature électronique, c'est un élément de la chaîne. On ne peut pas considérer la signature sans parler d'identification, de vérification et d'archivage électronique à valeur probatoire. Pour nous, c'est l'ensemble de ces 4 éléments qui font qu'un outil de signature électronique va être un bon outil de signature électronique et va être efficace dans tous vos parcours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet outil, il doit être agile, il doit être flexible, il doit vous permettre de faire signer qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, de manière la plus simple possible. Il faut savoir, et c'est un élément extrêmement important, que 80% à peu près des usages que vous avez aujourd'hui de la signature électronique imposent une signature de niveau simple. Alors, je ne vais pas rentrer volontairement dans simple, avancé, qualifié, les 3 niveaux, qu'est-ce qu'on signe avec quel niveau, etc. Parce que l'enjeu premier n'est pas forcément là. Selon nous, il y a je vous dis, 80% des volumes de documents que vous avez à signer, c'est de la signature simple. C'est-à-dire une signature qui ne nécessite pas un contrôle d'identité ou une vérification d'identité poussée en amont de la signature. Ça peut être le cas des notes de frais, ça peut être le cas des courriers en interne, ça peut être le cas des lettres de mission, on peut parler de contrat RH, on peut parler de devis en interne ou même de devis que vous faites signer à un client, etc., etc. 80% des usages aujourd'hui passent par de la signature de niveau 5. Donc pour nous, un bon outil de signature, c'est un outil qui doit être capable de se déployer partout dans vos process. Et pour pouvoir faire ça, l'outil de signature électronique ne doit pas faire que signer. Il doit être capable de se nourrir de votre organisation, de se nourrir de votre façon de travailler. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre outil de signature électronique, on y a inclus des workflows de validation. Et je vais même aller plus loin, on y a inclus des modèles de workflow documentaires. On va y revenir. L'intérêt, c'est de permettre à n'importe quelle personne de votre organisation, quel que soit son service, de mobiliser rapidement un workflow de signature avec des approbateurs et des signataires, d'accord, le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Il ne faut pas que l'outil de signature électronique devienne un frein à vos enjeux business, à vos enjeux de relations clients et à vos enjeux aussi d'optimisation de vos processus. C'est aussi la raison pour laquelle notre outil de signature électronique est à la fois déployable en mode portail, en mode API et en mode batch. Et on vous donne toutes les possibilités pour l'intégrer directement à vos outils ou le déployer très rapidement au travers d'un portail. C'est simple parce que c'est un outil qui se veut être rapide. On a travaillé sur des interfaces qui permettent le plus rapidement possible de faire signer quelqu'un ou de l'aider à créer un nouveau projet de signature. C'est accessible parce que on va être capable de vous proposer des workflows de signature et de vous aider à paramétrer des workflows de signature, des modèles de workflows de signature qui va s'adapter à l'ensemble de votre organisation. À l'intérieur d'un workflow, on va pouvoir y mettre des approbateurs, des signataires, mais aussi des destinataires. Le document a été signé, qui dois-je informer? Et des lecteurs qui sont des gens qui interviennent pas dans le workflow, mais qui ont une vue sur ce qui se passe un peu en mode information. On va pouvoir faire signer des personnes en parallèle ou en séquentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les 2 personnes signent en même temps, soit les personnes signent les unes après les autres. Voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là qui va rendre ce produit accessible. Immédiat parce que, bien évidemment,
L'idée, c'est de pouvoir suivre en temps réel toutes les signatures et tous les projets de signature qui sont dans l'outil et de pouvoir réagir. On va pouvoir faire des relances au sein de l'outil, par exemple. D'accord? L'idée, c'est d'accélérer les process avec un outil qui se veut être facile et qui se veut être le plus simple possible. Vous allez voir aussi qu'on va travailler sur l'expérience utilisateur, évidemment avec un outil en marque blanche, ça c'est la première chose, mais aussi avec la possibilité de paramétrer et personnaliser un certain nombre de choses, par exemple les notifications mail, les notifications mail que vous allez envoyer à vos approbateurs ou signataires, vous allez pouvoir les personnaliser par destinataire. Ça aussi, c'est important. Évidemment, un outil de signature électronique, c'est un outil qui se veut être sûr, conforme aux réglementations en vigueur au niveau français et européen, qui s'appuie sur un archivage électronique à valeur probatoire certifié NF461. Évidemment, à l'intérieur de cet outil, on va retrouver des pistes d'audit, on va retrouver un certain nombre de dossiers de preuves qui vont permettre de garder cette traçabilité nécessaire d'un outil de signature électronique. Sécurisé parce que au sein de l'outil de signature, on va pouvoir y ajouter au besoin le parcours de vérification d'identité qui va bien pour pouvoir délivrer le bon niveau de signature. On va pouvoir horodater, chiffrer des éléments, apporter de la confiance, apporter de la sécurité dans le processus. Et puis tout ça, évidemment, hébergé sur des data centers situés en France, sur des supports HSM, donc des supports sécurisés. Donc c'est vraiment évidemment un bon outil, c'est un outil qui se veut être sûr. Et puis je terminerai par dire que c'est un outil qui se doit être agile, j'en ai déjà pas mal parlé. Je parlais du mode API, mode batch et du mode portail. Sachez que dans les 3 cas de figure, vous disposez de la même solution, du même périmètre fonctionnel, des mêmes capacités fonctionnelles. D'un côté, le mode API va vous permettre une intégration au sein de vos outils et une forme de fluidité entre votre ERP maître et outil de signature. Évidemment, il y a une phase projet nécessaire, une phase d'intégration nécessaire, même si nous disposons d'un certain nombre de connecteurs aujourd'hui, mais nos API peuvent être consommés et forcément on nécessite une phase d'intégration. Mais l'idée, c'est d'aller très loin dans cette intégration. À l'inverse, le mode portail, lui, se veut beaucoup plus plug and play. Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de phase projet. On est capable de démarrer aujourd'hui en moins d'une demi-journée chez vous en mode portail. Et vous allez voir qu'on a travaillé sur un UX sur des interfaces qui, soit standard, comme vous allez le voir aujourd'hui, soit en marque blanche, vont être capables d'onboarder un maximum les utilisateurs. Ça, c'est un point extrêmement important, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais un bon outil de signature, c'est un outil qui facilite la vie des utilisateurs, que ce soit en externe ou en interne. Il faut limiter le risque de rupture, on en a parlé au tout début. Limiter les risques de rupture, c'est faire en sorte que, au moment de la notification mail jusqu'à la signature ou la validation du document, le processus soit le plus simple, le plus clair, le plus facile possible et qu'il n'y ait pas de doute. Il ne faut pas que, au moment de la phase de signature, on émette des doutes, on génère des doutes dans l'esprit de notre utilisateur. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur une interface aussi qui se veut être fluide et inclusive. On se veut être un acteur du numérique responsable et éco-responsable, et ça passe aussi par la capacité à mettre à disposition des outils, des interfaces qui vont être les plus inclusifs possibles et vont laisser personne de côté. C'est aussi un point extrêmement important de notre cœur d'activité. On est un acteur du numérique et on se doit d'être aussi un facilitateur dans l'onboarding d'utilisateurs. Surtout, je sais qu'il y a par exemple des organismes du logement social qui sont connectés aujourd'hui. Dans la phase d'onboarding de locataires qui peuvent être un petit peu coupés du numérique ou pas forcément à l'aise avec l'usage du numérique, c'est extrêmement important de leur proposer des interfaces qui leur facilitent la vie et qui soient surtout pas génératrices d'interrogations. Voilà.
Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. N'hésitez pas, avant qu'on passe à la démonstration, il nous reste une grosse dizaine de minutes pour cette démonstration. Je vais vous présenter un cas qu'on retrouve assez fréquemment chez nos clients, qui est celui du contrat de travail. Alors, le contrat de travail, derrière contrat de travail, on pourrait y mettre plein de cas d'usage associés. On pourrait y mettre la promesse d'embauche, on pourrait y mettre la validation d'un devis, on pourrait y mettre la signature d'un contrat commercial. D'accord? Donc, c'est un très bon exemple pour illustrer les capacités de notre outil à répondre à cette problématique. Ce qui est intéressant dans le contrat de travail, c'est que ça fait intervenir plusieurs acteurs, plusieurs typologies d'acteurs. On va évidemment avoir le nouveau collaborateur qui va intervenir sur l'étape ici de signature numéro 1. Alors, vous allez voir que pour qu'on puisse tous se repérer, j'ai mis des noms de famille très très illustratifs de la personne, du persona qui intervient. Donc, Martin salarié, c'est notre salarié qui finalement va signer son contrat de travail, c'est le nouveau collaborateur. En amont de cette signature de Martin salarié, il va y avoir une approbation de Laure Dirco. Laure Dirco, c'est la directrice du service commercial et c'est elle qui recrute son nouveau commercial. Et donc, elle a, voilà, avant que ça parte en signature auprès de Martin salarié, il y a une approbation qui va être demandée à Laure Dirco. Après la signature du salarié, on va réaliser la signature du chargé RH. Donc là, c'est moi-même, Romain Le Formal. Vous allez voir qu'on va faire la signature ici de deux manières. La signature numéro 1 va se faire de manière traditionnelle, c'est-à-dire que Martin salarié n'a évidemment pas accès à l'outil, donc on va le faire signer, comme vous avez déjà signé aujourd'hui un certain nombre enfin, comme vous avez sans doute déjà signé des documents, alors que moi, je vais signer à l'intérieur de l'outil parce que je suis utilisateur de l'outil, j'ai un accès et donc vous allez voir qu'on peut aussi signer à l'intérieur de l'outil, donc sans émuler entre guillemets le document à l'extérieur. Et puis, il y a un destinataire RVRH qui est le directeur RH qui doit être informé de la validation de ce contrat pour ensuite enclencher le reste de la procédure. Donc, on va dérouler ce workflow. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, je vous montrerai un petit peu les éléments. Alors, je ne vais pas parler de paramétrage, ça peut faire un petit peu peur, mais en tout cas, la manière dont on peut alors suivre le projet de signature, ça c'est important, mais aussi gérer les modèles de workflow et puis créer un nouveau projet de signature au travers justement de ce modèle de workflow.